Le discours prononcé par le Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies continue de susciter de vives réactions. Quelques défenseurs du continent africain saluent et apprécient le contenu de la déclaration du colonel Abdoulaye Maïga. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a procédé ce lundi à l'ouverture de la 14e édition de la conférence sur la sécurité intérieure. Les réflexions de ces assises organisées en collaboration avec la Fondation 11. Le mois d'octobre est décrété par le ministère de l'Industrie et du Commerce comme le mois de promotion et de consommation des produits locaux. En prélude à ce mois, s'annonce, le ministère du Commerce a initié un atelier. À nouveau, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Golf TV Africa pour la grande édition du soir. Sur Golf TV Africa, le siège de l'information. Nous ouvrons cette édition par ce qui nourrit l'actualité africaine et mondiale depuis samedi. C'est ce discours du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies avant de prodiguer des conseils aux nostalgiques de la domination. Le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé à Alassane Ouattara la magie qu'il a opérée pour valider son 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au 3e mandat, qui ne sera pas possible. Le 3e mandat. Le 3e mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le 3e mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire.
Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants, fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. Je terminerai en donnant deux conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Le discours du Premier ministre par intérim du Mali prononcé à la tribune des Nations Unies a été apprécié par les Maliens au pays. Les citoyens interrogés sur le sujet estiment que les propos du colonel Abdoulaye Maïga reflètent les convictions des Maliens sur les différents sujets abordés. On les écoute. J'ai apprécié le fait de qualifier les autorités françaises de junte à cause de leur agissement sur le sol malien. J'ai aimé également le fait que le Premier ministre par intérim a demandé à la communauté internationale de donner au Mali le temps nécessaire pour se doter d'institutions fortes pour éviter les volontés de faire un troisième mandat. Le discours il était cohérent, limpide, propre et structuré. Ça fait longtemps, ça fait plus de 50, 60 ans qu'il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, mais on ne donnait pas d'importance à l'Assemblée générale. Ce sont ces derniers temps qu'on a compris que l'Assemblée générale, effectivement, était le lieu où il fallait dire l'assentiment du peuple, ce que veut ton peuple, qu'est-ce que subit ton peuple. Et franchement, je pense que le Premier ministre a été bien choisi pour ce langage. Le discours du Premier ministre par intérim a fait honneur aux Maliens et à tous les Africains car c'est la pure vérité, en tout cas, c'est mon point de vue. J'ai apprécié les propos du Premier ministre par intérim et les partage. Je pense que tous les Maliens doivent soutenir la transition pour la préservation de notre souveraineté. Les propos du Premier ministre par intérim a soulagé plus d'un car ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. Le fait même de dire que chez nous ici, notre président n'a pas le droit de s'immiscer, de s'interférer dans un dossier judiciaire. Le discours a été plus qu'à la hauteur de souhait. Même le Malien lambda s'est reconnu dedans. J'ai apprécié le discours du Premier ministre par intérim. Je pense qu'aujourd'hui, on doit redoubler d'efforts pour développer le Mali. Toujours le discours prononcé par le Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies continue de susciter également de vives voix sur le continent africain. Quelques défenseurs du continent africain saluent et apprécient le contenu de la déclaration du colonel Abdoulaye Maïga lors de la 77e édition des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Suivez.
Le samedi dernier, comme tous les Africains dignes d'ailleurs peuvent le réaliser, a été pour nous, surtout panafricains, un discours épique. Un discours qui réaffirme la fierté d'être africain, d'appartenir à ce peuple noir, un peu de dignité. Je peux dire que ce discours, c'est le porte-voix, je dirais, de tout ce que tout le monde est en train de penser très bas. Et ce ministre, Premier ministre par intérim, a pu quand même faire sortir cette fièvre qui mijote au sein de chaque Africain depuis des siècles, et ça traduit également la volonté de toute l'Afrique. C'est ça qui a été traduit en réalité par ce discours. Je peux dire que c'est une fierté, et quelque part, c'est une légitime défense, j'allais dire. Je prends ça comme étant une légitime défense parce que le tigre qui m'attaque a sa raison, mais moi qui la bats, j'ai aussi ma raison. Donc nous avons aussi notre manière de nous défendre, et nous n'allons plus se taire. Et ce discours, je vous le dis, je le réaffirme, que c'est ce que tous les Africains sont en train de penser, surtout nous les panafricains, et ce n'est que le début. Nous n'allons pas lâcher. Ce que la France est en train de faire en Afrique, ça n'a pas de sens. Et la France, depuis nos ancêtres, parce qu'elle nous a colonisés avec de la chicotte, avec du fer, avec du feu. Elle nous a martyrisés, elle a martyrisé notre citoyen, elle a volé tout ce qui est nous. Au fond, la France nous a violés. Alors, lorsque le Premier ministre par intérim qualifie cette France de la junte, moi j'ai ri, et c'est une réalité. Et que cette France-là, à partir d'aujourd'hui, s'arrête, et qu'elle ne s'immisce pas dans notre histoire, parce que nous ne sommes plus enfants, nous sommes africains. Et c'est nous le monde en réalité. Elle n'a rien à nous vendre. Le Premier ministre, c'est Abdoulaye Maïga, et nous donne vraiment de la fierté à travers son discours, non seulement celui qu'il a prononcé à la tribune des Nations Unies, mais depuis qu'il était porte-parole du gouvernement, il a toujours fait preuve d'un art discursif vraiment extraordinaire pour le militaire qu'il est. On peut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du discours et qui a fait un discours cohérent, mais aussi un discours très informatif et très à propos. Vu ce qui se passe au Mali en ce moment, on peut dire qu'on peut analyser ce discours sous deux formes. D'abord, il faut analyser le contenu, et ensuite, il faut voir la forme du discours. Je peux dire que sur le contenu, c'est 0 faute, 20 sur 20 sur le contenu. Il n'y a pas vraiment, il n'y a rien à reprocher au contenu. Sur la forme, par contre, oui, c'est très excellent, sauf que ça, c'est un point de vue personnel. Appeler le président nigérien, et je suis d'accord avec lui, qu'ils n'ont pas réagi à toutes ces invectives depuis que la crise avec la France a commencé. Et ils n'ont jamais réagi, mais pour la première fois qu'ils réagissent, je crois que le taxer d'étrangers, c'était pas très bien. En dehors de cela, je crois qu'il a fait un discours parfait. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé ce lundi à l'ouverture de la 4e édition de la conférence de la sécurité intérieure. Les réflexions de ces assises organisées en collaboration avec la Fondation Hans Seidel portent sur le thème « Les forces de défense et de sécurité face aux assauts de groupes terroristes. Quelle stratégie de résilience pour la sécurité nationale ?» La réponse se trouve dans cet élément. La présente conférence vise à réaffirmer le rôle non négligeable que joue chacune des couches de la société dans le renforcement de la préservation de la sécurité intérieure.
C'est donc à cet effet que les hauts gradés de la police et de la gendarmerie, les parlementaires, les autorités préfectorales, les organisations de la société civile ont été conviés à cette rencontre pour une meilleure synergie d'action en faveur de la production de la sécurité. Appuyée par la fondation Hans Seidel, l'organisation de cette rencontre s'inscrit en droite ligne des préoccupations et objectifs du gouvernement du Bénin qui s'emploie à trouver les meilleures stratégies de résilience pour faire face à toute forme d'insécurité. Comme le souligne le docteur Ladislas Bekale, la nature du combat contre le terrorisme se manifeste sous plusieurs formes aujourd'hui. En conséquence, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne concerne plus uniquement les professionnels de la défense et de la sécurité engagés dans les systèmes sécuritaires étatiques. Car la démocratisation de l'action publique a comme conséquence aujourd'hui l'implication des populations aux activités sécuritaires. Ce qui interroge dans une certaine mesure la nature du régalien de nos jours, les expériences béninoises en lien avec la Fondation Hans Seidel en partenariat dans le domaine de la coproduction de la sécurité sont en effet très édifiantes. La participation des populations locales à la lutte contre l'insécurité de manière générale est riche de nombreuses initiatives sur la terre de Béanzin, de Bioguera. La mise en œuvre rigoureuse des résolutions des éditions antérieures de ces assises a permis de préserver le Bénin des actes regrettables des hors-la-loi, a mentionné le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il a, dans son allocution, exhorté les participants à ces assises à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les propositions les plus novatrices puissent éclore des travaux. Pendant 2 jours que dureront vos travaux, mesdames et messieurs, vous aurez à évaluer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays et faire de pertinentes recommandations pour l'enrichir. Faire de nouvelles propositions en termes d'approche de solutions sécuritaires de proximité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Identifier et répertorier les groupes cibles vulnérables et proposer des mesures à prendre pour éradiquer les poches de radicalisation et lutter contre les éventuels recrutements de jeunes candidats au terrorisme. Réévaluer nos stratégies en cours en matière de sécurité de proximité, de même que notre coopération avec les pays partenaires pour promouvoir la paix et la stabilité dans notre espace sous-régional. Je m'en voudrais de ne pas rappeler que vos différentes recommandations en termes de politique, stratégie et action à mener devront s'inscrire dans le cadre global de lutte contre le terrorisme et s'arrimer avec les actions déjà adoptées dans notre espace communautaire. Vous évoquerez ainsi dans vos stratégies la solidarité, la coopération et le partenariat afin d'apporter les solutions appropriées aux vulnérabilités de notre pays marquées par les menaces asymétriques. Les recommandations issues de ces travaux permettront au Bénin de définir et de mettre en œuvre des politiques sécuritaires plus adaptées, plus inclusives et participatives. La rencontre dure 2 jours. Le DESCOGEF, diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière, se déroule au Bénin depuis 2019 après l'agrément de Pigier et de l'ENEAM par l'UEMOA. Pour le compte de cette année, 129 candidats sont à la quête du diplôme et ils ont composé la première épreuve ce lundi à Pigier Bénin. Cette première phase de composition finit le 5 octobre et la deuxième phase démarre le 6 prochain. Le compte-rendu de cette séance dans ce reportage. 129 candidats au Bénin en quête du diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF. Pour la deuxième fois, les candidats du secteur composent au Bénin pour l'obtention de ce diplôme qui est la clé pour accéder au stage d'expertise comptable. L'école supérieure Pigier Bénin, en qualité d'école agréée après avoir accueilli les épreuves orales l'an dernier, abrite cette année les épreuves écrites de cet examen régional. Ces examens sont en réalité les derniers dans l'ancien règlement du cursus d'expertise comptable de l'UEMOA. Parce que depuis quelques années, l'UEMOA est en train de faire des réformes qui ont abouti donc à un nouveau règlement. Si bien que le cursus est désormais organisé dans un système LMD,
C'est-à-dire donc dès le bac maintenant, ceux qui rêvent de faire l'expertise comptable, ils peuvent dès le bac rentrer donc dans ce cursus-là pour avoir le DECOGEF. Ceux qui sont en train de composer actuellement ont dû avoir donc la maîtrise. Pour les années à venir, avec juste la licence, vous pouvez vous inscrire donc dans ce cursus-là et faire 2 ans avant donc d'aller à cet examen donc du DESCOGEF. Si bien que on sera donc heureux d'accueillir donc les candidats qui ont le bac ou bien la licence pour rentrer soit dans le DECOGEF ou bien le DESCOGEF. L'UEMOA est en train donc de faire évoluer ce cursus-là pour former des cadres compétents adaptés donc aux spécificités de notre contexte et pouvoir donc être à même d'accompagner les entreprises vers le développement de notre pays. Si bien que aujourd'hui, malgré donc les préparatifs de la rentrée, nous mettons les petits plats dans les grands pour pouvoir accueillir les nouveaux bacheliers pour la rentrée. Malgré donc ces préparatifs-là, nous sommes donc en train de pouvoir accompagner l'UEMOA qui organise ces examens-là de manière synchronisée. C'est la 2e fois que ça s'organise au Bénin et nous avons acquis, disons, une certaine expérience en matière d'organisation de cet examen. Eh bien, ce matin, vous avez vu, les candidats sont déjà là, sont déjà prêts pour pouvoir passer les épreuves. Et ce matin, nous allons démarrer tout à l'heure de manière synchrone sur tout l'espace de l'UEMOA à la même heure, pour la même durée des épreuves. Et nous attendons le signal qui va arriver de Dakar pour que nous puissions lancer la première épreuve de la première journée. Le président de l'Ordre des experts comptables agréés du Bénin, aux côtés de ses candidats, a prodigué des conseils. Il n'est pas le seul. C'est juste pour vous apporter mes bénédictions et vous rappeler une fois encore que lorsque vous avez l'épreuve, il faut la lire. Il faut la lire entièrement. Vous avez bien vu, c'est la comptabilité approfondie. Première information, dernière information, les deux sont importantes pour vous permettre de vous orienter dans le sujet. C'est vrai, vous aurez beaucoup de papiers à tourner, mais perdez 5 minutes, 10 minutes à lire le sujet que d'en perdre 30, 40 après à rechercher une information que vous trouverez peut-être vers la fin de l'épreuve. Donc je vous conseille vraiment de lire l'épreuve et de la lire entièrement avant de commencer. Il y a une bonne chance que vous trouviez ce que vous avez appris et que vous soyez inspiré aussi. C'est lui et moi qui organise cet examen et les candidats sont heureux de pouvoir composer ces épreuves. Nous sommes formés dans bien de domaines parce qu'avec ce diplôme, je pense que nous avons été assez outillés pour servir valablement dans n'importe quelle institution nationale. Et nous sommes très contents de répondre présent ce matin. Et une préparation qui a été faite pendant des mois. Et vous convenez avec moi, répondre ici en bonne santé, en bonne forme et prêt à recevoir l'épreuve ne peut être qu'un sentiment de fierté. Ces futurs diplômés d'études supérieures de comptabilité et gestion financière DESCOGEF composent dans 10 épreuves écrites du 26 au 5 octobre 2022. Après les épreuves écrites, auront lieu les épreuves orales du 6 au 8 octobre 2022 à l'ENEAM. Les travaux de validation du document de stratégie nationale de l'agriculture biologique et écologique ouverts ce vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Les travaux lancés par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulés en présence de plusieurs experts. Quelques difficultés avec cet élément. Nous allons passer à un autre élément à présent, la poursuite de cette édition d'information. Le refus de billets de banque et de pièces de monnaie prend de l'ampleur au Bénin, surtout dans les grandes villes. À Cotonou, par exemple, les pièces de 5, 10 et 25 francs ont du mal à circuler car les petits commerçants y associent des rituels sacrificatoires. Bon, sur le plan général, disons que l'école béninoise fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que l'école a connu quelques avancées notables ces dernières années. Avancées
dont témoignent les résultats que nous avons obtenus ces 2 dernières années aux examens nationaux. On a eu des résultats très satisfaisants au CEPE, au BPC, au CAP, au baccalauréat, qui témoignent de mieux-être de ce système-là, parce que certains facteurs importants ont été pris à bras-le-corps par le gouvernement, notamment pour stabiliser le temps scolaire, pour stabiliser l'année scolaire, parce que le temps est un déterminant important du succès de tout système éducatif. Ce n'est pas la même chose d'étudier pendant 5 mois ou d'étudier pendant 7 ou 8 mois. C'est vrai que cette stabilité du temps scolaire a rejailli positivement sur les performances du système éducatif. Et notre système éducatif, l'école béninoise, est également l'objet de pas mal de réformes, notamment dans l'envergure que l'on veut désormais accorder à l'enseignement technique et professionnel chez nous. Toutes choses qui vont dans la bonne direction. On dit chez nous, et ça nous vient de la révolution des années 70, on dit lorsque la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Cependant, il y a encore beaucoup de cadres qui essaient donc de cacher la lumière du soleil aux dirigeants, que sont le président de la République, que sont les ministres, en ce qui concerne les matières éducatives là. C'est pour dire que tout n'est pas forcément rose dans notre système éducatif. Et il y a encore bien des points qui méritent beaucoup d'amélioration, pour la raison que, effectivement, certains pseudo-cadres ou pseudo-experts induisent parfois nos hautes autorités en erreur, en ce qui concerne donc les décisions à prendre pour la bonne marche de notre école. Je vais vous donner peut-être quelques exemples au niveau de l'enseignement secondaire, par exemple. Vous connaissez sans doute le concept d'aspirant au métier d'enseignement, et qu'on a généralisé après au primaire aussi. Cette initiative ne va pas sans susciter quelques polémiques. Bon, personnellement, je n'ai pas beaucoup apprécié ce concept. Si on peut parler de maladie au plan psychologique, c'est d'abord lié à la manière dont on désigne aujourd'hui la fonction enseignante. Si on vous appelle aspirant au métier d'enseignement alors que vous êtes déjà un enseignant confirmé, ça peut vous mettre mal à l'aise. Si les conditions de votre utilisation en tant qu'enseignant ne sont pas des conditions stables, si vous êtes dans la précarité permanente, ça peut faire que vous-même, vous soyez en insécurité au plan psychologique et que vous ne soyez pas tout le temps à l'aise pour faire le travail pour lequel vous avez été recruté. Ce concept d'aspirant au métier d'enseignement est un concept de nature à générer la confusion et le mépris. C'est un concept qui génère tout un amalgame. Imaginez, M. Seroudé, vous avez un frère qui est docteur en médecine déjà, diplômé par exemple de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Oui. Est-ce qu'on va l'appeler médecin aspirant? On ne va pas l'appeler médecin aspirant. Et je veux que parmi tous ceux qu'on appelle aspirants au métier d'enseignement, il y a des enseignants titulaires, des enseignants qui ont été formés professionnellement et qui ont leur titre universitaire d'enseignant, qui sont passés par les écoles normales d'instituteurs ou les écoles normales supérieures pour devenir qui instituteur, qui professeur adjoint de l'enseignement secondaire ou professeur certifié. On ne peut pas décemment appeler cette catégorie d'enseignants aspirants. Aujourd'hui, il manque un plan de carrière clair pour ces jeunes-là. Quel est le mécanisme que nous mettons en place pour permettre à ceux qui sont déjà enseignants parmi eux de devenir titulaires? C'est cela.
Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur combien d'années ils vont demeurer aspirants. Aspirants, voilà. Et le hic dans l'affaire, c'est que vous pouvez être dans la base de données. Et on vous déploie cette année, 2022-2023 par exemple, mais il peut arriver qu'en 2023-2024, vous ne soyez pas déployé. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la sécurité de l'emploi. Alors, pour que l'expérience soit plus concluante et bénéfique à ces jeunes qui viennent renforcer donc, le corps enseignant du système éducatif national, il faudrait... C'était donc Jean-Claude Roumenou, psychopédagogue, professeur titulaire des universités, ancien recteur de l'université de Porto-Novo et analyste sociopolitique. Il était l'invité dans votre émission Ma part de vérité de ce dimanche 25 septembre, dont le thème est rentrée scolaire et lecture géopolitique. Il a été reçu par Gauthier Sédodé. Le professeur a fait un bilan de la rentrée scolaire 2022-2023 et une analyse du système éducation béninoise et les divers défis à y relever et à jeter un regard sur la géopolitique africaine. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook Golf TV Africa et sur notre page YouTube Golf Média. 3 ministres du gouvernement sont allés constater le déroulement d'une session de mise à niveau des mécaniciens garagistes bénéficiaires du volet de formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il s'agit de Véronique Toinfodé des affaires sociales et de la microfinance, de Yves Kouaro-Chabi de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et Modeste Kérékou chargé de l'emploi et des petites et moyennes entreprises. C'était au centre de formation technique et professionnelle du garage municipal de Lokossa vendredi dernier. Gauthier Sédodé et Orience Romao nous font le point de cette descente dans ce reportage. Ils sont plusieurs dizaines de mécaniciens auto-sélectionnés après une procédure participative et transparente pour bénéficier de formations de qualité devant leur permettre de s'adapter à l'évolution automobiliste de nos jours. Cette deuxième vague en formation ici à Lokossa, au centre de formation technique et professionnelle du garage municipal, a reçu la visite des ministres impliqués dans le volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les ministres Véronique Toinfodé, Yves Kouaro-Chabi et Modeste Kérékou sont venus s'enquérir des conditions de déroulement de cette formation. Je voudrais saluer votre humilité parce que délaisser les ateliers de garage pendant des jours, pendant une semaine, certains, par manque d'humilité, peuvent penser qu'ils connaissent tout déjà. Ils connaissent beaucoup, c'est vrai, mais on ne connaît pas tout et on ne finit jamais d'apprendre. Surtout vous qui êtes dans des secteurs de technologie où la technologie avance tout le temps, il est normal de temps en temps de marquer des haltes, des stops pour pouvoir retourner en formation, ce que nous appelons en formation continue, même si c'est plus des formations diplômantes, au moins en formation qualifiante pour découvrir la CMA va travailler en parfaite synergie avec la direction de la direction générale de l'ANPS, notamment la direction de la formation, pour démultiplier tout ce genre de formation. Nous allons les démultiplier. Je voudrais dire à la suite de votre porte-parole qu'effectivement, les 60 qui sont pris, ceux qui ne sont pas encore pris, ils ne perdent rien pour attendre. Il y aura d'autres cycles, il y aura d'autres appels à manifestation d'intention, il y aura d'autres sélections, mais tout aussi rigoureuses. Nous voulons des personnes, des ressources humaines pleines en termes de compétences, en termes de compétitivité. Le ministre Kérékou l'a dit, en fait, nous voulons que vous soyez compétitifs non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Le Bénin doit être une plateforme modèle au niveau de ses ressources humaines, au niveau de ses compétences. La dite formation sera suivie d'une évaluation, a précisé la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et cette évaluation est très importante, l'évaluation post-formation, parce que c'est ça qui nous permet d'évaluer que vous avez été véritablement renforcé, que par rapport au début, puisqu'il y a eu une évaluation, un pré-test,
qu'il y a eu une évolution certaine qui est mesurable. Et cela va nous encourager ou peut-être même à mieux faire. Donc ces éléments d'évaluation sont très importants. Nous sommes venus constater cela. Et en même temps, cela nous permet de nous rendre compte que le volet formation qui est mis en œuvre par l'Agence nationale de protection sociale, le volet formation de Arche, suit son cours naturellement. Là, aujourd'hui, ce sont les artisans dans le domaine de l'automobile, mais il faut savoir qu'il y a d'autres corps de métier. Il y a plusieurs étapes que le ministre a évoquées tout à l'heure. Je peux revenir un peu dessus. Et c'est très important de le savoir parce que là, nous avons affaire à une cohorte de 15, mais sur les 60, il y a plusieurs cohortes qui sont issues de tous les départements à peu près où sont déployés la phase pilote. La phase pilote étant déployée dans 8 communes. Et c'est d'un ciblage qui est fait par les comités locaux Arche Formation sur des critères bien définis. Donc ce n'est pas par plaisir ou parce qu'on connaît quelqu'un qu'on se retrouve là, mais l'identification respecte avec sérieux certains critères. Et quand les artisans bénéficient de ce renforcement de capacité, il faut aussi souligner qu'ils peuvent parfois, par rapport au type de métier, avoir des opportunités de travail. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement pour cette opportunité à eux offerte. Si nous, aujourd'hui, nous avons cette opportunité, nous ne pouvons que saluer le gouvernement. Parce que chaque jour que Dieu fait, les ingénieurs continuent toujours d'innover. Or, depuis un certain temps, nous étions à l'âge de la pierre taillée. C'est grâce au gouvernement du président Talon que nous sommes en train de mieux connaître les dessous de la maintenance automobile. Et ce programme qui est élaboré, ce programme de renforcement des capacités qui est élaboré, c'est un bon programme. Non seulement pour quand même le renforcement des capacités des garagistes professionnels que nous sommes, mais ça va régler beaucoup de problèmes aux automobilistes. Ils promettent de faire preuve d'assiduité le long de la formation et de mettre leurs connaissances au service de leur patrie. Il faut préciser que cette formation est totalement gratuite et la prise en charge des bénéficiaires est entièrement assurée par le gouvernement à travers le projet Arche. Le mois d'octobre est décrété par le ministère de l'Industrie et du Commerce comme le mois de promotion et de consommation des produits locaux. En prélude à ce mois qui s'annonce, le ministère du Commerce a initié un atelier pédagogique au profit des jeunes entrepreneurs locaux pour la refonte de l'identité visuelle de leurs produits afin de les rendre plus compétitifs. Le dit atelier, dont les travaux étaient lancés le lundi 19 septembre, a connu son épilogue le vendredi 23 septembre dernier. Reportage. Mettre en lumière les produits locaux et inciter les Béninois et les potentiels consommateurs étrangers à s'y intéresser, c'est le but visé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en décrétant le mois d'octobre comme mois du consommation local. Pour la 3e édition de cet événement qui s'ouvre dans quelques jours, le ministère de l'Industrie et du Commerce compte mettre en valeur les produits agroalimentaires. Pour ce faire, il est organisé au profit d'une vingtaine de producteurs locaux un atelier pédagogique pour la refonte de l'identité visuelle de leurs produits et la conception de nouveaux packaging afin de les rendre plus attrayants et compétitifs sur le marché. Cette année, nous sommes donc dans la 3e édition du mois du consommation local qui est dédié surtout aux produits issus de l'élevage et de la pêche, parce que ça aussi c'est une innovation du Bénin. Nous avons décidé de consacrer une année entière à l'agriculture, parce que souvent quand on parle de consommation local, c'est souvent des produits qui vont prendre le pas, parce que par rapport à notre économie, on n'a pas beaucoup de produits issus de l'élevage et de la pêche, donc ces deux-là n'auront pas beaucoup de visibilité. Donc nous avons décidé de consacrer une année spécialement à ceux-là, pour qu'on puisse vraiment mettre le focus et l'ancrage sur les produits issus de l'élevage et de la pêche. Donc vous êtes donc dans la première, on va dire, édition de élevage et pêche du mois du consommation local. Et nous sommes conscients qu'une partie du problème vient de la présentation des produits. Si on considère que la qualité est réglée, que les différentes agences que le gouvernement a mis en place font leur travail, que le contrôle qualité fonctionne, souvent, quand vous allez aller dans des rayons, vous allez tomber sur des produits étrangers. Vous allez avoir des produits locaux à prix égal. Parfois, vous prenez ce produit étranger parce qu'il est mieux présenté, tout simplement. Parce qu'il est mieux designé, parce qu'il est mieux packagé, parce qu'il est plus joli, parce que vous pouvez le mettre dans votre valise plus facilement, parce que vous pouvez l'offrir à quelqu'un plus facilement.
Pour relever ce défi, le ministère de l'Industrie et du Commerce a sollicité le talent des étudiants en fin de formation à Africa Design School de Semé City. Donc nous, on s'est dit qu'on ne peut pas parler de consommation local sans parler de visuel, sans parler de présentation, sans parler de storytelling. Et comme, heureusement, maintenant nous avons Africa Design School, grâce à Semé City, que nous remercions au passage, nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de voir avec les étudiants talentueux qui filment le ventre, les talents tous les jours, ce qu'on pourrait faire pour nos entrepreneurs. Le gouvernement est en continuité. Nous avons décidé d'aller avec l'incubateur USC Startup Valley de la fondation de l'université d'Abomey Calavi, qui est quand même une entité morale différente de l'université, somme toute. Et donc, partir de cet incubateur-là qui héberge un certain type une large palette d'entreprises, et donc de voir avec eux des entreprises qui sont collées au thème de l'année, élevage et pêche, pour voir comment est-ce que les étudiants d'Africa Design School pouvaient les accompagner à être plus compétitifs, j'ai envie de dire, tout simplement. Aussi bien les étudiants et responsables d'Africa Design School que les entrepreneurs bénéficiaires de ce programme, tous saluent l'initiative qui, d'une part, va rendre les produits locaux plus attrayants et compétitifs et d'autre part, va permettre de valoriser le savoir-faire de ces jeunes designers béninois. Je trouve déjà que l'initiative qu'ils ont portée à l'école School Designer est vraiment louable parce que vraiment il y a des idées que l'élève m'a données, l'étudiant m'a données et qu'on a pu changer ce que j'avais déjà. Donc je pense que c'est déjà un pas. J'ai été vraiment satisfait. Je dis un sincère merci à toute l'école, à ses professeurs et puis également au ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est vraiment ça, c'est un vide qui a été comblé dans ce sens où les étudiants pendant une semaine, ils ont été vraiment impliqués sur ces problématiques-là. En termes de qualité, on a de très bons produits locaux, mais ils ne sont pas assez valorisés. Donc ce workshop, justement, vient permettre de mettre en avant et de valoriser ces produits-là et de compétir avec ces produits internationaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de la compétence au Bénin pour justement accompagner des entrepreneurs à mieux présenter leurs produits et être compétitifs sur un marché qui est très exigeant en termes de concurrence. Rendez-vous dans le mois d'octobre, mois du consommation local, pour mieux apprécier l'initiative du gouvernement, mais aussi et surtout évaluer le travail abattu par les designers à travers l'intérêt que porteront les consommateurs à l'identité visuelle des produits concernés. Mise en service il y a environ 2 ans, l'axe routier Cinéma Concorde Porto Novo, bien qu'étant une bouffée d'oxygène pour tous les usagers de la route, présente un problème majeur, l'absence totale de feux tricolores. Une situation qui est à l'origine de nombreux désagréments, notamment des accidents de circulation à répétition, certains entraînant même des pertes en vies humaines. Reportage. Le plan d'urbanisation des communes béninoises est entré dans sa phase active depuis bientôt 6 ans. Pour cause, le projet asphaltage qui a changé du tout au tout le visage de plusieurs villes du Bénin. À Cotonou notamment, ville vitrine du pays, les habitants du quartier Akpakpa ont également bénéficié de ce projet. L'axe routier jouxtant le Ciné Concorde à la route inter-État Cotonou-Porto Novo, nouvellement construite, permet aux usagers de la route de se déplacer plus facilement et surtout plus rapidement. Mais il y a un hic. Cette voie qui comporte plusieurs carrefours ne dispose cependant d'aucun feu tricolore. Ah, c'est très grave. Sans vous mentir, les accidents ici se passent comme du genre, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais la voie ici, c'est pas du tout fiable. Il y a trop des choses qui se passent et je ne pourrais même pas vous le dire parce que c'est trop dangereux. Le problème de cette voie est assez sérieux. Ce n'est pas à prendre à la légère. Nous implorons les autorités de ne pas l'oublier, surtout à cause des nombreux accidents qui y ont lieu quotidiennement. C'est vraiment trop. La seule solution, selon moi, ce sont les feux tricolores qui permettraient de mieux réguler la circulation. Et cela nous rendrait vraiment heureux. D'autres, par contre,
estime que le manque de feux tricolores est justifié par le fait que cette route n'est pas encore terminée. Il est alors nécessaire que chaque usager soit très prudent sur ce axe routier. Non, ce n'est pas encore terminé. On voit que la voie n'a pas encore terminé. L'État est en train de nous améliorer la voie. Bon, ils n'ont pas encore libéré la voie. C'est pour cela qu'ils n'ont pas encore fait les feux, quoi. Parce que moi, je sais que sur cette grande voie-là, si ça finit, ils vont mettre les feux. Parce qu'avant, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas les feux, il n'y a pas la lumière. Mais maintenant, ils ont mis la lumière. Maintenant, les feux, je sais que avec le temps, là, s'ils ont fini ils ont libéré, ils ont fini les travaux, là, ils vont mettre le feu. Non, ça crée des accidents. Les accidents se font déjà, ça crée des accidents. Mais c'est nous-mêmes qu'on va essayer de faire attention. Vous voyez, parce que s'ils ont barré la route maintenant, ça serait difficile pour les gens pour aller pour aller, quoi. C'est pour cela que, bon, ce que l'État nous a fait, c'est très bon. Les conseils fusent donc de toutes parts pour remédier à cet état de choses. On va dire aux citoyens de faire attention, de faire mollo, de faire attention, quoi. Parce que les travaux sont en cours. Il faut qu'on se méfie, il faut qu'on baisse. Faut pas trop filer sur la voie, parce que ça reste encore des panneaux, ça reste encore des choses à placer sur la voie. C'est à cause du feu. S'il y avait un feu tricolore là, comment dirais les aimes, les trucs là, les conducteurs, ils feront leur mieux pour savoir comment freiner, vous voyez. Donc, ils conduisent seulement et le défaut ne vient pas d'eux, c'est à cause de la voie, parce qu'il n'y a pas de feu tricolore. Les autorités communales ont certes un rôle à jouer pour que se résolve cette situation, mais au sein de la population, la prudence et le sens des responsabilités sont donc de mise afin de protéger sa vie et celle des autres. Le discours prononcé par le Premier ministre malien a été fortement apprécié par les ressortissants des pays africains qui sont allés témoigner leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien. Le colonel Abdoulaye Maïga a rencontré les Maliens vivant à New York, une occasion pour l'autorité malienne de parler de la situation actuelle du Mali et des problèmes auxquels sont confrontés les Maliens. Au cours de l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains ont plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Aucun pays du continent n'est en effet représenté en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gulf TV Africa. C'est la deuxième partie de cette randonnée informative du soir sur Gulf TV Africa, consacrée donc à l'interactualité. Dans une sérénité à nul autre pareil, le colonel Abdoulaye Maïga s'est aussi adressé aux autorités françaises qui font feu de tout bois pour déstabiliser le Mali en se transformant, dit-il, en une junte au service de l'obscurantisme. On l'écoute. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières,
se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Et l'actualité depuis quelques jours, c'est donc le discours prononcé par le Premier ministre malien, un discours qui a été fortement apprécié par les ressortissants des pays africains. Ils étaient tous venus témoigner leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien. Nous vous proposons de suivre ici leur réaction.
fier de vous, monsieur le Premier ministre. J'avais eu la chair du poule quand le Premier ministre a commencé à prononcer ce discours. Je suis fier d'être malien. J'en suis convaincu que l'unité africaine commencera à partir du Mali. Je suis fier d'être malien. Je vois l'injustice au niveau des Nations Unies qui n'acceptent pas la plainte du Mali parce que le Mali est un petit pays. Mais attention, être un petit pays ne suffit pas, ne veut pas dire être n'existe pas. Le Mali, c'est un pays vaillant. Le peuple malien est vaillant. Le Mali m'inspire à travers Assimi Goïta. Je sais qu'à travers Assimi Goïta, la démocratie, l'union, l'Afrique, la nouvelle génération, faire la politique intelligemment, de faire la politique autrement. Ah oui, Assimi, Nous sommes très très sûrs et certains que cette transition ira jusqu'au bout. Et cette transition fera le rêve des Africains, pas des Maliens seulement, le rêve des Africains une réalité. Le Premier ministre par intérim du Mali a rencontré les Maliens vivant à New York. Une occasion pour le colonel Abdoulaye Maïga de parler de la situation actuelle du Mali et des problèmes auxquels sont confrontés les Maliens. Standing ovation pour témoigner leur fierté au Premier ministre par intérim après son passage à la tribune des Nations Unies. Une manière pour nos compatriotes vivant dans la juridiction de New York d'encourager les autorités de la transition à poursuivre le combat pour la restauration de l'honneur et la dignité du Mali. Une séquence suivie de l'hymne national. Le décor est donc planté pour 2 heures d'échange à bâton rompu en famille. L'honneur revient aux diplomates maliens accrédités auprès des Nations Unies de présenter sa juridiction où vivent plus de 10 000 Maliens. Ils évoluent pour la plupart dans le secteur du commerce. Le compatriote demande l'implication du Premier ministre par intérim pour faciliter l'obtention de certains documents administratifs, notamment la carte NINA. Ils se plaignent aussi de leur faible représentativité aux postes nominatifs et électifs, sans oublier le problème foncier et l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité, parce que quand tu regardes toutes les transactions financières, c'est un manque à gagner. Et comment le faire? Il faut arrêter l'impunité et faire de telle sorte que les gens aient un peu peur de la chose publique. Le chef du gouvernement a déclaré avoir pris bonne note des doléances présentées. Pour lui, la priorité de la transition est celle de la sécurité, gage de tout développement. Tout ce que vous êtes en train de dire, l'impunité, le problème de Nina, toutes ces choses, on essaye de traiter le problème en s'attaquant d'abord à la cause. Vous allez se retrouver que souvent, c'est un problème de législation, parce que l'État travaille sur la base de la législation. Quand vous regardez un peu la mission de la transition, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème si vous ne vous attaquez pas soit à la loi qui permet le problème ou aux différents décrets ou d'autres textes réglementaires qui font que le problème, malheureusement, perdure. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine foncier, que ce soit dans la lutte contre la corruption, ou beaucoup d'autres aspects. Il faut impérativement revoir la législation. Je pense qu'actuellement, nous avons, si je prends par exemple le domaine de la justice, il y a un projet de code pénal et de code de procédure pénale qui est en cours. Tout récemment, par décret, il y a une agence qui a été créée pour gérer les biens qui seront saisis et qui seront issus de la corruption. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. L'objectif le plus important, quand vous regardez le programme d'action gouvernementale, c'est d'abord la situation sécuritaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en sécurité, malheureusement, tous les objectifs de développement deviennent quasiment impossibles. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et le chef du gouvernement par intérim d'appeler ses compatriotes à la cohésion et au respect des lois de leur pays d'accueil. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. Nous avons beaucoup de difficultés, nous le savons. Mais justement pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces défis, je crois que l'impératif, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut que nous mettons de côté nos guerres personnelles et surtout voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la stabilité du pays. Et cela demande beaucoup de tolérance. Des fois, on peut avoir raison sur certains points, mais je pense que quand on regarde ce qui est en jeu, il est toujours important de le prendre sur soi, de pardonner pour pouvoir avancer. Pour nous,
chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous êtes dans un pays étranger, faites tout pour que, à travers vos faits et gestes, que les Américains perçoivent la grandeur de notre pays à travers tous les résultats. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Nous connaissons vraiment des icônes qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Et nous nous en glorifions. Nous ne pouvons justement que vous encourager. C'est avec optimisme que les Maliens vivant au pays de Dong Sam sont répartis de cette rencontre. Oui, nous, on est optimistes depuis le début, vraiment, de la transition. Nous, on est derrière eux. Parce que vraiment, pour nous, il n'y a personne qui pourrait venir et sauver ce Mali si ce n'est pas nous, les Maliens. Nous pensons qu'il y a un redressement qui est là et nous pensons que ça va continuer. Et ils ont besoin de temps, on ne peut pas tout changer sur le coup. Et le peuple a besoin d'être patient et d'être surtout discipliné. Qu'on sache que maintenant, c'est toute l'Afrique et tout le monde entier qui nous regarde. Un cadre d'échange qui aura permis de briser la glace de la désinformation. Et désormais, la confiance s'installe entre le sommet et la base. Au Nigeria, une plateforme de femmes conductrices de taxi à Abuja, connue sous le nom de Ladies Drive, se bat pour faire une place aux femmes dans le secteur des transports. Elles sont plus d'une centaine de femmes à pratiquer ce métier jusqu'ici réservé aux hommes. Images son. Au volant de sa Toyota Corolla bleue, Comfort Ilia ne passe pas inaperçue dans les rues d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle utilise soit Uber ou Bolt, des sociétés de transport qui proposent des applications en ligne pour soumettre une demande de course. Elle vient de recevoir une alerte Uber pour une course. Ce travail m'aide financièrement. Grâce à ce travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues des amis et même des membres de ma famille. Ça me donne de la joie de conduire dans la ville, transportant différentes personnalités. Parfois, nous rencontrons des gens qui sont surpris de voir une femme conductrice de taxi. Ils se demandent si leur chauffeur du jour est une femme. Et moi, je réponds oui, bien sûr, et cela me rend heureuse. Quelques minutes après, Comfort arrive chez sa cliente, Kultum Omar. Je suis très fière d'elle. Le fait de voir quelqu'un de mon genre faire un tel travail. Certains hommes pensent que ce n'est pas notre travail, ou alors d'autres estiment que ce n'est pas un travail. Et elle le fait très bien, comme je le vois moi-même. Donc je suis vraiment fière d'elle. Comfort Ilia fait partie d'une plateforme composée de 134 femmes conductrices de taxi à Abuja, connues sous le nom de Ladies Drive. Abigail Jeremiah est l'une d'entre elles. Elle est devenue membre du groupe depuis 2018 après avoir perdu son emploi dans une banque de la place pendant la pandémie de Covid-19. Tout a commencé pendant la Covid-19 quand j'ai arrêté de travailler dans une banque et tout a alors changé soudainement. Ce qui m'a le plus motivée, c'est lorsque j'ai rencontré une femme qui conduisait un taxi. Quand je suis rentrée dans son taxi, je me suis dit que je pouvais faire comme elle, moi aussi, au lieu de rester à la maison. Et à ce moment, le travail de mon mari ne marchait pas non plus. Personne ne l'appelait pour des services de réparation de climatiseurs. Ces femmes l'admettent toutes, il faut une forte personnalité et être surtout courageuse pour trouver sa place dans cet univers dominé par des hommes nigériens. Ladies Drive s'impose rapidement auprès d'une clientèle haut de gamme malgré les risques auxquels elles font face parfois. Comme vous le voyez, les femmes sont maintenant dans le secteur des transports et elles font aujourd'hui mieux que nous les hommes. Elles ont plus d'affection pour les clients. Elles sont même de plus en plus encouragées d'aller plus loin dans ce domaine. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'un homme peut faire et qu'une femme peut mieux faire. L'objectif de Ladies Drive pour les prochaines années, augmenter le pourcentage des femmes dans le secteur des transports routiers au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. L'ancien président Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée pour répondre mercredi devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Les précisions dans cet élément.
L'information a été donnée par son avocat. L'ancien président Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry tôt le dimanche, après plusieurs années d'exil au Burkina Faso. D'après l'un de ses proches, l'ancien homme fort de la Guinée est dans une villa tenue secrète. Il est de retour pour son procès qui doit se tenir mercredi 28 septembre, 13 ans jour pour jour, après les tueries dans le grand stade de la capitale. Il doit comparaître mercredi aux côtés de 10 autres accusés, dont le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, pour répondre des exactions commises le 28 septembre 2009, lorsqu'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry avait été brutalement réprimé. 156 personnes avaient été exécutées, des milliers avaient été blessés et des centaines de femmes violées. Le président Moussa Dadis Camara a toujours demandé à rentrer au pays pour livrer sa part de vérité, assure son avocat. Ce sont les autorités d'alors qui ne lui ont pas facilité les choses. Aujourd'hui, grâce à la volonté des nouvelles autorités politiques, ce procès se tient enfin. Et à ceux qui pourraient envisager qu'un accord ait été passé et que Dadis Camara revient parce qu'il a été protégé, son avocat l'affirme avec force, le capitaine n'a aucun accord avec qui que ce soit. Vendredi 23 septembre, tous les prévenus ont reçu une convocation à se présenter mardi 27 septembre au greffe du tribunal, 24 heures avant l'ouverture du procès. Initialement, 15 hauts gradés de l'armée étaient inculpés, 2 ont bénéficié d'un non-lieu et un autre est décédé. Ils ne seront donc plus que 12 dans le box des accusés face à des victimes qui attendent de connaître la vérité. Au cours de l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains ont plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Aucun pays du continent n'est en effet représenté en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Reportage. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, les représentants des pays africains se sont succédés avec une ambition commune, ne plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Pour cela, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad a plaidé pour que l'Afrique trouve une place au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur la réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une fois de plus les États membres de passer de la rhétorique aux actes, en vue de réaliser ladite réforme et corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain qui l'exclut d'une pleine et égale participation à cet organe. Une requête également formulée par le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussé, qui a appelé à un véritable partenariat d'égal à égal. Une nouvelle place pour le continent africain, non représenté en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Gabon et le Ghana faisant partie des membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. Dans son discours, le président américain Joe Biden s'est dit favorable à l'augmentation du nombre de membres permanents, tandis que son homologue français, Emmanuel Macron, a également réclamé une réforme du Conseil de sécurité, débattue depuis plus de 40 ans. Une volonté du continent africain de participer activement à la diplomatie mondiale, mais pas que, à l'image du chef d'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a également fait part de sa volonté de voir l'Afrique représentée parmi les puissances économiques internationales. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Le prochain sommet du G20 débutera le 15 novembre prochain à Bali en Indonésie, sans l'Afrique donc, qui reste encore marginalisée sur la scène internationale. Les dirigeants des pays ouest-africains ont décidé de geler les avoirs financiers d'une 50aine de personnes issues du gouvernement guinéen, du Conseil national de transition et d'officiers supérieurs de l'armée et de leur interdire de voyager dans l'espace de la CEDEAO. Ils ont aussi rappelé pour consultation leur ambassadeur accrédité en Guinée. D'autres sanctions supplémentaires pourraient advenir d'ici 1 mois si les autorités guinéennes ne proposaient pas un chronogramme consensuel de la transition. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York, les chefs d'État des pays de la CEDEAO se sont retrouvés en sommet extraordinaire
afin d'évaluer la situation politique en Guinée et au Mali. Au terme des travaux, les dirigeants de l'organisation ouest-africaine ont jugé insuffisants les progrès enregistrés en Guinée. Par conséquent, ils ont décidé d'infliger des sanctions aux autorités de transition. Selon un analyste politique, les dirigeants guinéens ne pouvaient pas cette fois-ci éviter les sanctions de la CEDEAO, car l'organisation veut maintenant avoir un calendrier réaliste pour un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO est dans son rôle. La Guinée ne peut pas être exempte de tout ce qui est principe de la CEDEAO. Heureusement que les sanctions qui sont prises sont des sanctions ciblées, individuelles, économiques et diplomatiques. Les conséquences, c'est que ceux contre lesquels ces sanctions sont prises vont avoir des difficultés financières. Maintenant, la Guinée ne peut pas évoluer à vase clos. Les autorités ont intérêt à mettre balle à terre et à travailler afin que cette transition puisse avoir une issue favorable à la Guinée. Parce qu'au fur et à mesure, les sanctions vont continuer. Ça va beaucoup jouer sur la population. Dans les rues de la capitale Conakry, les citoyens restent divisés sur cette décision de la CEDEAO. Si certains saluent la démarche des chefs d'État de l'organisation, d'autres par contre estiment que ces sanctions contre les autorités guinéennes sont injustes. Une année après la venue au pouvoir du CNRD, on n'a vu vraiment aucun signal positif. Ils ont bloqué le dialogue. Ils n'ont en tout cas montré aucune volonté de dialoguer avec la classe politique. Donc si la CEDEAO se lève aujourd'hui pour réellement sanctionner la junte au pouvoir en Guinée, je pense que ces sanctions sont la bienvenue. Les sanctions de la CEDEAO sont injustes. Toutes les sanctions qu'ils ont prises aujourd'hui, ça n'aura aucun impact sur les autorités de la transition dans notre pays. Parce que c'est eux qui ont besoin de nous. Donc quand il y a un problème en Guinée, ils doivent venir, on s'asseoir, on va discuter ensemble. Ensemble, nous allons trouver une solution par rapport aux problèmes qui se trouvent actuellement en Guinée. Tout ce qui est bon actuellement, c'est de collaborer avec les autorités de la transition, pas venir en offensive envers eux. Ça ne peut pas régler le problème de la Guinée. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie guinéenne, actuellement à l'Assemblée générale des Nations unies, a laissé entendre dans certains médias locaux que la Guinée ne se laissera pas distraire par ces sanctions. Le docteur Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition, soutient que lorsque la situation sera calme, ils reviendront discuter avec les dirigeants des pays de la CEDEAO pour trouver un consensus autour du chronogramme de la transition. À l'Assemblée générale des Nations unies, le conflit en Ukraine continue d'éclipser le débat général de cette année. Le ministre russe des Affaires étrangères a vigoureusement défendu les actions militaires de son pays. Reportage. La russophobie officielle en Occident a atteint un niveau grotesque sans précédent. Ils n'hésitent pas à déclarer leur intention d'infliger une défaite militaire à notre pays, mais aussi de détruire et faire éclater la Russie. Lors du débat général, de nombreux autres orateurs ont mis l'accent sur le multilatéralisme pour résoudre les problèmes mondiaux. L'Inde a déclaré qu'elle s'associerait à d'autres pays pour stimuler la croissance verte et améliorer la connectivité. Le Bélarus a déclaré que les relations internationales ne sont pas centrées sur une seule puissance et a insisté sur un ordre mondial multipolaire. Les dirigeants de la Bolivie et du Zimbabwe ont fermement condamné le comportement hégémonique des États-Unis comme l'atteinte à la souveraineté d'autres pays et l'imposition de sanctions unilatérales. L'Occident doit enfin prendre conscience d'un certain nombre de vérités. Premièrement, les relations internationales ne tournent pas autour d'une seule source de pouvoir, à savoir le centre occidental du pouvoir. La tâche qui attend l'humanité aujourd'hui est de faire en sorte que notre civilisation évolue vers une nouvelle société multipolaire de l'ordre mondial sans être détruite. Nous nous opposons à toute forme d'ingérence et à toute tentative de sabotage de la démocratie et de la stabilité de notre pays visant à contrôler nos ressources minérales en lithium. Tout comme le commandant américain du SOFCOM l'a déclaré il y a plusieurs mois, les États-Unis ciblent le soi-disant triangle du lithium en Amérique latine qui comprend la Bolivie, l'Argentine et le Chili. Les Nations unies doivent prendre des mesures contre les pays qui ne respectent pas la souveraineté des autres pays et qui s'immiscent dans les affaires d'autres pays. Le 26 septembre 2002, le Jola, un ferry qui faisait la navette entre Dakar et Ziguinchor,
sombraient au large des côtes gambiennes. Bilan, 1863 morts officiellement déclarés, mais plus de 2000 selon les associations de victimes. Reportage. Les commémorations ont débuté lundi à 10h30, temps universel, par un dépôt de gerbes et des prières au cimetière de Kanténé. La cérémonie officielle s'est ensuite tenue au port de Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufragés ainsi que des rescapés. Il y a 20 ans, seuls 64 passagers du Joola avaient survécu au naufrage au large des côtes gambiennes. Le renflouement de l'épave est l'une des principales demandes des victimes. C'est d'ailleurs le thème de cette journée de commémoration. De nombreuses familles espèrent aussi toujours que justice soit rendue. Les procédures lancées au Sénégal et en France sont closes depuis plusieurs années. À l'époque, le président Abdoulaye Wade avait pourtant dit que toute la vérité serait faite et promis des sanctions. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours ni coupable ni responsable, dénonce l'un des collectifs de victimes. Les proches des disparus réclament également une meilleure prise en charge des orphelins du Joola. Le drame a laissé des traces sur leur génération, souligne l'un des enfants des victimes du naufrage. Il regrette notamment l'absence de prise en charge psychologique et de soutien pour l'insertion professionnelle. Pour les familles, l'enjeu de cette journée est aussi le devoir de mémoire. Des commémorations sont d'ailleurs aussi prévues au cimetière de Mbao et de Saint-Lazare à Dakar, où reposent de nombreuses victimes du Joola, avant un hommage organisé sur la bien nommée place du Souvenir. Le décès de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne n'est plus d'actualité, mais c'est le contraire pour le débat qu'il a relancé dans de nombreux pays du Commonwealth, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, sur leur futur lien avec la monarchie. Images son. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays à avoir un nouveau roi. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Jamaïque sont parmi les 14 autres nations où le roi Charles III est le nouveau chef d'État. 56 pays sont membres du Commonwealth, une association d'anciennes colonies britanniques pour la plupart, avec Charles à sa tête. De nombreux pays ont vraiment réfléchi à leur propre rôle et à leur propre place dans le Commonwealth. Et je pense que maintenant que la reine Elisabeth est décédée, il y aura certainement plus de mouvements pour se dissocier du Commonwealth. Le Premier ministre australien veut un référendum sur le retrait du monarque britannique en tant que chef d'État lors du prochain Parlement. Les États caribéens d'Antigua et Barbuda et de Sainte-Lucie ont exprimé des projets similaires. Les Bahamas ont déclaré la semaine dernière que tel référendum était possible. Un sondage réalisé au mois d'août, avant le décès de la reine Elisabeth, a montré que 56% des Jamaïcains étaient favorables à la suppression du monarque britannique à la tête de l'État. L'année dernière, la Barbade est devenue une république, rompant ainsi ses liens avec la monarchie britannique. Je fais valoir que le cheminement de la Barbade vers une république n'était pas un rejet de la reine ou de la monarchie, mais plutôt l'affirmation d'un droit à l'autodétermination. Cette année, le Togo et le Gabon, deux anciennes colonies françaises d'Afrique, ont rejoint le Commonwealth. Cela montre qu'il n'est pas en déclin, affirme Guy Hewitt. Charles, le nouveau chef du Commonwealth, a travaillé en étroite collaboration avec sa mère en tant que prince des Galles, a beaucoup voyagé dans le Commonwealth et, à titre personnel, en défendant des causes comme le développement durable et la protection de l'environnement. L'héritage de la domination coloniale fait partie intégrante du débat. La Grande-Bretagne et d'autres nations européennes ont réduit des millions d'Africains en esclavage jusqu'au XIXe siècle, les forçant à travailler dans les plantations de la Caraïbe et des Amériques. Ce Commonwealth des nations, cette richesse appartient à l'Angleterre. Cette richesse, nous ne l'avons jamais partagée. Donc, pour nous, en Jamaïque, la monarchie est un dur rappel de notre passé malheureux. La monarchie a exprimé sa tristesse pour les abus coloniaux, mais la Grande-Bretagne n'a pas présenté d'excuses officielles. Des excuses sont nécessaires, nous devons voir des remords et nous devons voir un moment où les réparations deviennent importantes dans la manière dont nous allons de l'avant en tant qu'ancienne colonie. Ces excuses devraient venir du gouvernement britannique, soutient Guy Hewitt.
Oui, il est nécessaire que ces puissances coloniales assument la responsabilité de ce qu'elles ont fait. Mais dans le cas du chef du Commonwealth ou du roi du Royaume-Uni et de ces autres royaumes, ce n'est pas leur responsabilité constitutionnelle. De nombreux analystes s'accordent à dire que le respect pour la reine Elisabeth II a soudé le Commonwealth. Avec un nouveau roi à sa tête, l'avenir de l'organisation est moins certain. L'Alliance des droites menée par Giorgia Meloni a remporté les élections législatives le dimanche 25 septembre en Italie. Depuis la démission du gouvernement Draghi le 21 juillet, les sondages plaçaient Giorgia Meloni en tête des intentions de vote. Ce succès souverainiste est surveillé de près par Bruxelles. Après la Suède, l'Italie, l'Alliance des droites menée par Giorgia Meloni et son parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia a remporté les élections législatives anticipées cette nuit. La formation nationaliste anti-système a recueilli plus de 26% des suffrages, devenant ainsi la première force politique du pays. L'Alliance des droites est désormais assurée d'une majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Une victoire que la Meloni, le surnom qu'on lui donne déjà en Italie, accueille dans un esprit de rassemblement dans son QG. Si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Car l'objectif majeur que nous nous sommes fixés depuis toujours en tant que force politique, c'était de faire en sorte que les Italiens puissent à nouveau être fiers d'être Italiens. Fiers de brandir le drapeau tricolore. Car cette victoire cristallise les tensions au sein de la société italienne, une division qui se reflète dans la rue. C'était un résultat prévisible d'un côté. Même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné, je pense que nous devons être confiants, tout d'abord parce que c'est une femme, et ensuite, d'après le discours qu'elle a prononcé immédiatement, c'était un discours mesuré. Si c'est celle à laquelle nous avons eu affaire ces derniers mois, ça devrait aller. Mais si c'est celle d'il y a 10 ans, alors ça n'ira pas. Je pense que c'est une petite catastrophe pour l'Italie et pour l'Europe. Mais je ne suis pas trop pessimiste car les Italiens, dans les situations problématiques, trouvent toujours une solution. C'est un fait culturel profond. L'Italie a toujours connu des drames dans son histoire et celui-ci en est un autre. Un drame également pour l'opposition qui a vécu un réveil amer ce matin. Le Parti démocrate fait les frais de ces divisions, atteignant péniblement 20% des suffrages, insuffisant pour s'imposer face à la coalition dite de centre-droit. On y tente malgré tout de positiver, avec pour objectif d'entrer de plein pied dans le rôle d'opposant numéro 1. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento. Nous sommes donc aussi la deuxième force politique et nous devons mener une opposition qui sera importante parce que nous avons une grande responsabilité. Un'opposizione che sarà un'opposizione importante anche perché face à l'Europe et face à notre pays dans ces moments difficiles auxquels il est confronté. Di fronte al paese per i passaggi più delicati che il paese sta affrontando e quindi La dirigeante de Fratelli d'Italia, ses alliés Matteo Salvini de la Ligue et Silvio Berlusconi de Forza Italia vont à présent tenter de former un gouvernement. Des tractations qui devraient s'étendre quelque temps, la moyenne étant située dans la botte à 48 jours pour arriver au compromis. Mais cette nouvelle donne politique est déjà observée avec attention par Bruxelles, qui ne s'en cache pas. En France, la première ministre Elisabeth Borne s'est dite préoccupée par le respect des droits de l'homme et du droit à l'avortement en Italie. Voilà qui vient mettre un terme à cette grande édition d'information du soir sur Gulf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion se joint à moi pour vous dire merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. Suivez tout à l'heure à 20h30 juste après moi un magazine sur les sanctions prononcées par
par la CEDEAO contre le Mali. Très bonne suite de programme à vous en notre compagnie. Excellente soirée à vous. À très vite.